Alors, je vais faire aujourd'hui sur l'argumentation. Je vais Oui, j'ai une partager mon question. écran. Vous m'entendez? Comme d'habitude, ça va être compliqué pour moi. Vous m'entendez? Euh, Oui, Monsieur, j'ai une question. j'ai mis mon- D'accord, en Voilà, fait, il m'entend pas du tout. monsieur? ça va. Allô, allô? Monsieur? Voilà. Voilà, non, là, vous devez voir l'écran s'afficher, je pense. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Voilà, donc je vais Vas-y. faire ça en plein écran. L'objectif du cours, donc, c'est d'essayer maintenant de travailler sur l'argumentation. Donc, on a Monsieur? d'abord vu ce que c'était comment on définissait la philosophie. Monsieur? On s'est demandé qu'est-ce que c'est une thèse de philosophie. Et une fois qu'on a défini ce qu'est une thèse de philosophie, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour justifier ou pour attaquer une thèse de philosophie. D'où la nécessité de se demander ce qu'est l'argumentation. Alors, d'abord un hommage à Louis XIV qui avait fait graver sur ses... Ah, Élie, vous avez une question? Élie, je ne sais pas si vous avez une question ou pas, parce que je vois que vous avez la main levée, mais et je ne vous entends pas. Vous pouvez pas m'entendre, oui. Je ne peux entendre personne. Je ne vous entends pas. Vous pouvez entendre personne. Je ne sais pas, il y a un problème. Je sais pas Personne. Ah oui, là, il y a grave un je sais pas problème, pourquoi. monsieur. Et il y a une autre personne qui parle, mais alors c'est moi qui ne dois pas vous entendre, alors c'est moi qui n'ai pas mis le son. Ah, c'est moi. Oui, Ah oui, désolé, depuis tout à l'heure, vous parlez et je il n'y vous a entends. pas de problème, il n'y a pas de problème. Quelle était votre question? C'était juste pour vous dire ça, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont des questions, justement, et ils n'arrivent pas à Ah, vous entendre. d'accord. D'accord, très bien. Parce que là, je vois plus le chat, hein, donc si vous avez une question, il faut que vous m'interrompiez ou attendez peut-être que j'ai fini ma période pour. Mais alors, s'il y a des questions, vous pouvez les donner maintenant. Oui, j'ai une question. Oui. C'était pour savoir si on pouvait s'inspirer de philosophes sans forcément les citer pour le Oui, dialogue. alors là, je vous invite vraiment à pratiquer de manière intensive le plagiat. Donc, ne citez surtout pas. Il faut que l'argument, ça soit le vôtre, enfin que vous l'ayez formulé comme si c'était le vôtre. Ah, donc, Ok, pas la peine de citer. Vous pouvez peut-être mettre une petite parenthèse quand même en hommage, mais voilà, il faut vraiment pas de citation par contre. Les énoncés, ils sont à la première personne. d'accord, mais je suis forcément influencé par ce qu'ont pu dire des Bien sûr, philosophes. bien sûr. Oui, oui, vous pouvez l'être ou ne pas l'être, mais en tout cas, si vous, là, il n'y a pas de. Voilà, dans une discussion, vous n'êtes pas obligé de citer d'où vient votre argument, hein. Et l'idée, c'est que l'argument, vous le trouviez bon pour vous-même. Ce n'est pas parce que le philosophe l'a donné qu'il est bon, c'est parce que vous le trouvez bon. Donc, du coup, ça devient votre argument. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, donc c'était juste un hommage à Louis XIV qui avait fait graver sur ses canons l'ultime argument des rois, hein, en latin. Mais bon, on ne va pas parler de ce genre d'argument-là. Donc, une première question qu'on va se poser, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'un argument? Et quand on essaye de définir quelque chose, on peut le définir de deux manières. On peut d'abord se livrer à une définition fonctionnelle, c'est-à-dire répondre à la question de savoir à quoi sert ce qu'on essaye de définir. C'est-à-dire que si je veux essayer de définir une chaise, une définition très simple de la chaise, c'est que ça sert à s'asseoir. Ça sert à s'asseoir et qu'en plus, ça permet de s'adosser pour distinguer d'un tabouret. Donc ça, c'est une définition fonctionnelle. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas encore dit de quoi est faite la chaise. Et donc, il faut distinguer une définition fonctionnelle et une définition substantielle. La définition substantielle consiste à dire quels sont les composants et la structure de l'objet qu'on définit. Hein, de quoi est-ce que c'est fait et comment ces choses sont agencées. Parce que si je vous dis, il faut, pour faire une chaise, il faut quatre bouts de bois et puis un plateau et puis un autre plateau, en fait, je ne vous ai pas encore défini la chaise parce que ces éléments-là, vous pouvez les agencer de multiples manières. Donc, il faut encore que je vous dise quelle doit être la structure.
hein. C'est pour ça qu'il faut, quand vous achetez des meubles IKEA, il faut aussi le mode d'emploi, parce que le mode d'emploi, il finit il achève la définition. Une fois que vous avez les éléments, il vous faut encore les éléments, la structure, et inversement, si vous avez la structure, il faut encore qu'on vous donne les éléments, qu'on vous dise de quoi est-ce que c'est fait, parce que si vous vous avez juste le mode d'emploi de votre meuble IKEA, mais que vous le fabriquez en papier, ça ne sera pas véritablement un placard à chaussures ou je ne sais quoi. Donc, quand on veut définir quelque chose, surtout quand c'est un objet qui est humain, qui relève de la pratique humaine, on peut distinguer 2 types de définitions. Et donc, c'est ce qu'on va faire à propos de l'argument. On va se demander, premièrement, à quoi sert-il? Et deuxièmement, comment est-ce que c'est constitué? De quoi est-ce que c'est fait un argument? Alors d'abord, définition fonctionnelle, à quoi est-ce que ça sert un argument? Donc j'imagine que vous avez déjà des réponses à cette question. Donc évidemment, un argument, ça sert à convaincre. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça sert à convaincre, ça sert aussi à savoir si une thèse est vraie ou fausse. C'est-à-dire que quand vous cherchez un argument, même si vous n'êtes pas sûr qu'une thèse est vraie, vous allez voir si la thèse a des arguments pour ou contre elle, et ça va vous aider à vous déterminer, à savoir si vous adhérez ou non à cette thèse. Ça sert à savoir si une opinion est bonne, hein, donc en fait, c'est la même fonction que précédemment. Et d'autre part, un argument, il est utile quand on n'a pas un accès direct aux faits dont on parle. C'est-à-dire que vous avez besoin de trouver des arguments quand la thèse dont vous parlez ne peut pas être directement vérifiée, hein. Avoir un accès direct aux faits dont on parle, c'est ce qu'on appelle vérifier. Si vous me dites j'ai arrosé les plantes, qu'est-ce que ça veut dire vérifier? Ça veut dire vous observez en train d'arroser les plantes. Si par contre je ne vous ai pas vu en train d'arroser les plantes, j'ai besoin que vous me donniez un argument pour me prouver que vous avez arrosé les plantes. Par exemple, je vais dire la preuve que j'ai arrosé les plantes, c'est que la terre est mouillée. Mais je ne vous ai pas vu directement arroser les plantes. Voilà. Donc, du coup, il faut distinguer argumenter et montrer. Alors, donc, montrer un fait, c'est une manière d'établir sa vérité, d'essayer de convaincre autrui également. C'est aussi une manière de savoir si la thèse est vraie ou pas, mais c'est pas la même, c'est pas le même procédé que argumenter. Argumenter, ça consiste à utiliser du discours. Et on a besoin d'argumenter quand on n'est pas capable de montrer. Si je suis capable de montrer, ce n'est pas la peine d'argumenter en plus. Juste une remarque sur le premier point, il sert à convaincre. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais quand on dialogue, quand on a une discussion avec quelqu'un, parce que le dialogue c'est plus général, la discussion c'est l'usage d'argumentation pour essayer de mettre autrui de notre opinion, l'objectif c'est de changer autrui par le discours. Donc on essaie de changer autrui par le discours, et quand on est dans une discussion, donc, parfois ça va juste dans un sens, mais quand ça va dans les deux sens, quand c'est une véritable discussion, chacune des deux personnes vise à changer l'autre par le discours, sauf que, comme j'ai déjà dit, l'objectif de la thèse qui doit être acceptée par les deux personnes n'est pas le même, n'est pas la même. Donc chacune des deux veut que les deux soient d'accord, mais aucune des deux ne veut être d'accord sur la même thèse. Voilà, donc ça, c'est la fonction de l'argument. Et donc maintenant, on va se demander comment est-ce qu'on fait, de quoi est constitué un argument? Excusez-moi. Oui. Juste, il y a quelqu'un qui a posé une question et qui n'a pas de micro. Ouais. Du coup, c'est juste pour savoir si vous allez regarder son devoir, parce qu'il n'avait pas internet et du coup, il l'a posté aujourd'hui. Ah, d'accord. Les questions comme ça qui sont un petit peu perso, évitez de les poser au milieu du cours, hein. Vous pouvez me les Ok. poser par message via Iris, mais là, c'est pas la peine d'interrompre le cours pour ça. Et Voilà. juste quelque chose d'autre, du coup, Ouais. c'est pour ça que Ouais. j'interrompais le cours. Il y a apparemment des Vous, gens c'est la qui ont personne été qui pose la déconnectés question. et qui sont en attente. D'accord, OK. Après, là, en attente, je peux plus ouvrir parce que c'est trop compliqué pour moi. Là, une fois que j'ai ouvert mon PowerPoint, j'arrive plus à. Déjà que D'accord. ouais. Ok, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Merci beaucoup, Eli. Donc, qu'est-ce qu'un argument? Définition. Donc, j'essaie de le définir substantiellement. Donc, quels sont les composants et la structure d'un argument? Et alors, l'idée centrale quand vous argumentez, quand vous essayez de construire un argument, donc de convaincre autrui ou d'essayer de savoir si une idée est vraie ou fausse, c'est que vous partez de propositions ou d'opinions qui sont admises pour vraies pour en tirer une proposition
dont vous voulez montrer ou savoir si elle est vraie. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites spontanément quand vous discutez avec quelqu'un ou quand vous réfléchissez, c'est-à-dire que si vous voulez démontrer à quelqu'un quelque chose ou voilà, lui faire changer d'opinion, ce que vous faites, c'est que vous commencez par chercher quelles sont les opinions ou les faits qu'autrui accepte pour lui montrer que si cette personne accepte ces faits, alors elle doit également accepter le fait que vous essayez de lui prouver. Je donne un exemple très simple qui ne relève pas de la vérité, qui est un argument pratique. Si vous voulez faire faire à quelqu'un la vaisselle, donc vous avez la méthode de Louis XIV qui est la violence, mais si vous voulez utiliser un argument, vous partez de choses que la personne accepte comme vraies pour en tirer comme conséquence qu'il est vrai qu'elle doit faire la vaisselle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire typiquement? Vous pouvez premièrement dire à la personne, est-ce que c'est vrai ou pas que on s'est mis d'accord pour faire la vaisselle chacun notre tour? Donc si elle vous dit oui, vous avez un premier point de départ. Deuxième élément, vous dites, est-ce que c'est vrai que c'est moi la dernière personne à avoir fait la vaisselle? Si elle vous dit oui, vous avez un deuxième point de départ, et donc vous pouvez en conclure que la personne elle-même devrait, si elle accepte ces deux propositions, accepter votre thèse qui est « tu dois faire la vaisselle ». Voilà, donc du coup, l'argument, il est composé de phrases, hein, il est fait de langage, c'est le langage qui constitue l'argument. Donc quand on parle voilà, quand on parle du langage des animaux, en fait, de quoi on parle? On parle du fait que les animaux peuvent communiquer de manière causale, mais à notre connaissance en tout cas, les animaux ne sont pas capables d'utiliser le langage ou leur langage pour constituer des arguments. Donc il semble que l'argumentation, ça soit un propre de l'humain et que ça soit un propre du langage humain aussi, d'être capable de produire des arguments. Donc, toujours pour la composition de ce dont est fait un argument, il est constitué de propositions, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme dans mon exemple, il y a plusieurs propositions. Première proposition, c'est nous devons faire la vaisselle une fois sur deux. Et deuxième proposition, j'ai fait la vaisselle la dernière fois. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est combien de propositions sont nécessaires pour constituer un argument? Alors, avant de vous donner la citation, je réponds à cette question-là. Alors, en fait, vous avez deux... peut-être que non, j'ai passé la citation d'Aristote. Voilà, donc je vais passer la citation d'Aristote. Je vais directement donner l'exemple que vous connaissez tous, qui est un exemple de syllogisme. En fait, un syllogisme, c'est un argument. Hein, c'est un argument. Alors, combien de prémices il faut de propositions il faut pour avoir un argument? Ce qu'a montré Aristote, c'est qu'il en faut deux. Il faut au minimum, enfin, comment dire, il en faut au minimum deux. Donc là, ici, ma thèse, c'est « je suis mortel ». Et le point de départ de mon argument, c'est ça, c'est « tous les hommes sont mortels, or je suis un homme ». Et par conséquent, je suis mortel. Donc mon argument ici, il faut bien que vous compreniez que c'est le point 1 et le point 2. Hein, c'est « tous les hommes sont mortels et je suis un homme ». C'est deux phrases. Ce n'est pas une seule phrase, c'est deux phrases. Et ma thèse, c'est « je suis mortel ». Alors, ici, je vais donner un petit peu de vocabulaire pour analyser un argument. Donc, d'abord, là, avant de regarder les mots que j'ai écrits sur le PowerPoint, juste une remarque syntaxique, c'est que vous avez deux manières de formuler un argument. Soit vous commencez par la thèse et ensuite vous énoncez l'argument, soit vous commencez par énoncer l'argument et ensuite vous formulez la thèse. Donc ici, j'ai commencé par formuler les prémices, ou j'ai commencé par formuler l'argument et ensuite j'ai formulé la thèse. Donc, et alors, juste pour être encore plus précis dans votre discours, dans vos dissertations, quand vous énoncez les arguments, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Du coup, les mots d'articulation ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si vous commencez par énoncer la thèse et qu'ensuite vous énoncez l'argument, les mots qui vont permettre d'articuler la thèse et l'argument, c'est « car »,« en effet ». Hein, voilà. Si par contre, vous commencez par énoncer l'argument et qu'après vous donnez la thèse, comme ici, vous devez plutôt utiliser « donc »,« par conséquent »,« en conséquence de quoi », etc. Donc voilà, mais faites attention parce que, et de la même manière, quand vous lisez un texte, si vous avez le mot « en effet » ou « car », ça vous indique qu'il va y avoir un argument. Ça vous permet de savoir que ce qu'il y avait au-dessus du car, c'était une thèse, ce qui est en dessous, c'est un argument. Et inversement, si vous avez le mot donc ou par conséquent, vous savez que ce qu'il y a après le donc ou par conséquent, c'est une thèse, et que ce qui précède, c'est un argument. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à ce stade?
Monsieur? Oui? Pardon, c'est peut-être moi qui suis pas bien concentrée, mais ça va beaucoup trop vite là. Ça va trop vite. Alors, est-ce que Enfin, vous... c'est pas trop vite, c'est qu'il y a trop d'informations en une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, alors c'est vrai que là, en fait, dans ce cours-là, je vais donner beaucoup, beaucoup d'informations. OK. Donc, beaucoup de vocabulaire. Donc, je ne sais pas trop comment je peux faire vraiment autrement. Est-ce que, Non, mais vous embêtez pas, je après, regarderai la captation, pas de non, mais souci. après, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, en fait, vous prenez des notes en même temps ou vous écoutez juste? Alors, pour ma part, Oui. je prends des notes les 30 premières minutes et après vu que j'y arrive plus, je m'arrête et en fait, je vous regarde plusieurs fois. C'est plusieurs fois où je regarde, où je reprends les notes, en fait. Parce que pour moi, un critère en fait, de lenteur, c'est est-ce que c'est possible de prendre des notes sur mon cours en même temps que je donne le cours? C'est surtout ça, parce que le fait que tout le vocabulaire puisse pas être assimilé, ça me semble là inéluctable sur un cours comme celui-là. Mais voilà, donc peut-être si vous n'arrivez pas à prendre de notes, arrêtez-moi ou demandez-moi de répéter pour que vous puissiez prendre en note. D'accord? OK, bah, après ça serait intéressant de savoir s'il y a que moi dans ce cas-là, hein, j'ai pas envie de Non, mais enfin, je dis vous, mais tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, c'est un critère. Les personnes qui prennent des notes, si elles n'arrivent pas à prendre des notes, il faut que je ralentisse. Voilà. Je pense que c'est vous, n'importe. Donc, peut-être, je ne sais pas si là, il faut que je répète quelque chose ou pas. alors du coup, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait pas que moi pour la prise de notes. Ah, il y a une deuxième personne, donc apparemment c'est bon. Ok. Non, mais on ne va pas faire un sondage. Je pense qu'effectivement, il y a, ce que vous dites est réel. Donc, mais simplement. Moi, je veux bien que vous répétiez, en fait, parce que c'était vraiment bien dit. En effet, quand vous avez dit quand on le voyait en effet dans un sens et dans l'autre, vous savez? Oui, d'accord. Donc, Voilà, je veux bien. ouais, donc ça, c'est juste un instrument qui vous permet un instrument d'explication de texte ou d'analyse de texte. C'est-à-dire que vous savez que quand un auteur emploie en effet ou car, vous avez nécessairement une thèse qui précède le car et un argument qui le suit. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire car ou en effet? C'est juste une manière abrégée pour dire j'ai affirmé cela et je vais vous donner un argument. C'est juste une abréviation pour dire voilà, voici mon argument. Donc, c'est important d'être attentif ou attentive à ça quand on lit un texte. Deuxième indice que vous avez aussi qui vous permet de comprendre ce qu'il y a d'important dans un texte, c'est les donc ou par conséquent. C'est-à-dire que donc ou là, typiquement, tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je suis mortel. Donc, vous savez que ce qui suit le donc, ça va être votre thèse, et ce qui le précède, ça va être votre argument. Donc, là, si je reprends la formulation, donc je pourrais dire je suis mortel. Pourquoi? Car tous les hommes sont mortels et je suis un homme. Tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je suis mortel. Du coup, quand vous avez un texte, vous pouvez déjà repérer facilement les arguments et la thèse. Et si vous voulez résumer un texte, vous savez que la thèse est plus importante que l'argument. Donc, si vous devez faire un résumé en une ligne d'un texte, il suffit juste d'éliminer tous les arguments et de garder la thèse. Voilà, donc ça, c'était pour juste la syntaxe de l'argumentation, comment formuler les arguments. Alors, maintenant, j'aimerais rentrer plus dans le détail. Donc, j'espère que vous avez toutes et tous bien compris là qu'il y a deux parties, hein. La conclusion, c'est l'argument et ce qu'il y a au-dessus de la barre, c'est non, pardon, la conclusion, c'est la thèse et ce qu'il y a au-dessus de la barre, c'est l'argument. Donc, maintenant, si on décompose ça, il y a donc déjà dans l'argument deux parties. C'est deux propositions. Chaque proposition s'appelle une prémisse. Donc, quand on parle des prémices d'un argument, c'est le point de départ de l'argument, ce qu'on accepte comme vrai et qui va nous servir à construire l'argument. Donc, la prémisse, c'est ce qu'on accepte comme vrai et qui va nous servir à construire l'argument. On distingue une prémisse majeure et une prémisse mineure. Alors, je vais expliquer peut-être pourquoi un tout petit peu après. Mais bon, déjà, donc, il y a les deux prémisses. L'argument, en fait, c'est quoi? C'est un raisonnement. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de montrer, c'est que si les deux prémices sont vraies, alors la conclusion est nécessairement vraie. Quand vous avez un raisonnement, en fait, un autre mot pour le raisonnement, c'est inférence, hein, ce que j'ai marqué. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait une barre comme quand on calcule, parce que ça sert à indiquer que un argument, c'est un raisonnement ou c'est une forme de calcul où on montre que
1 plus 2 égale la conclusion. Hein, donc c'est à ça que sert cette formalisation de l'argument, c'est qu'il sert à montrer, à mettre en évidence le fait que l'argument est un raisonnement et que le raisonnement, il a lieu une fois qu'on a posé les deux prémices. Le raisonnement, il consiste à associer les deux prémices pour produire la conclusion. Alors, maintenant, j'avance un tout petit peu encore dans le vocabulaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on distingue prémisse majeure et prémisse mineure? Parce que pour que vous associez deux prémisses, il faut que vous ayez une prémisse générale et une prémisse locale. Tous les hommes sont mortels, c'est un énoncé qui est général. Je suis un homme, c'est un énoncé qui est particulier. Pour qu'il y ait une inférence, un raisonnement, il faut que vous ayez ces deux types de propositions. C'est-à-dire que si j'avais seulement je suis un homme et je ne sais pas, Hillary Clinton est une femme, bah, on ne pourrait rien en conclure. Donc, du coup, il faut que vous ayez au moins une prémisse générale dans votre raisonnement. Sinon, vous ne pouvez pas en tirer une conséquence et donc avoir un argument. En revanche, vous pouvez avoir deux propositions générales comme prémisse. C'est-à-dire que si je dis « tous les hommes sont mortels », tous les Toulousains sont des hommes, donc tous les Toulousains sont mortels. Donc, il faut au moins une prémisse générale, c'est la prémisse majeure. La prémisse la plus générale, c'est la prémisse majeure. La prémisse la moins générale, c'est la prémisse mineure. Voilà. Et dernier point, c'est-à-dire que là, j'ai raisonné au niveau des énoncés, des phrases, des propositions. Donc, une proposition, c'est un énoncé qui est soit vrai, soit faux. Donc, tous les hommes sont mortels, c'est soit vrai, soit faux. Je suis un homme, c'est soit vrai, soit faux. Et ensuite, on peut raisonner au niveau, se demander ce qui se passe au niveau des constituants de la proposition. Donc, tous les hommes sont mortels, c'est constitué de plusieurs éléments. Vous avez le sujet, tous les hommes sont immortels. Tous les hommes sont immortels. Donc, le sujet, ce qu'on appelle la copule, le verbe être, et le prédicat, mortel. Les trois propositions sont constituées de la même manière. Dans les trois cas, vous avez le sujet, la copule et le prédicat. Du coup, ça nous permet de demander quel est le rapport entre les composants des différents mots, des différentes propositions. Donc, quel rapport entre les mots qui constituent la prémisse majeure, ceux qui constituent la prémisse mineure et ceux qui constituent la conclusion. Alors, je ne sais pas si vous voyez des points communs entre ces différentes propositions. Je ne sais pas si quelqu'un voit le point commun. Mélissa? Ça parle des hommes. Alors, oui, donc effectivement, dans les deux premières prémisses, vous avez en commun le mot homme, donc, qui est d'une part en position de sujet et d'autre part en position de prédicat. Donc, tous les hommes, le homme est sujet, et je suis un homme est prédicat ou attribut. Donc, au sens grammatical. Donc, tous les hommes sont mortels, je suis un homme. Et ce que vous remarquez, c'est que dans la conclusion, le mot homme a disparu. Dans le mot homme, il ne reste plus que le premier mot, le deuxième mot de la première prémisse et le premier mot de la seconde. Donc, ce qui se passe, c'est que le mot homme, c'est comme s'il servait à enchaîner les deux mots extrêmes. Il sert à enchaîner je et mortel. C'est pour ça on dit que c'est un moyen terme. C'est celui qui est entre les termes extrêmes, qui est je et mortel. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Excusez-moi, moi c'est pas une question, mais il y a un élève, son ordi a planté. Est-ce que vous pourriez le réaccepter dans le cours, s'il vous plaît? Le problème, c'est que si je veux essayer de réaccepter quelqu'un, il faut que j'arrête de tout. Je vais voir si j'arrive ou pas. Ouais, alors, c'est plus. Je sais pas trop comment faire. Plus. Je sais pas comment faire. Sinon, il faut que je départage. Si je départage.
participants, invite, non. Ouais, non, je ne sais pas comment faire. Je suis désolé. Dites-lui que ouais, je suis désolé, mais là, c'est vraiment trop. Ouais. Ouais, attends, je vais quand même essayer d'arrêter de partager. Hop. Mais je vois même pas la personne. Mais vous êtes sûr qu'elle est dans la salle d'attente? Parce que je vois personne dans la salle d'attente là. Dites-lui d'être. Parce que là, elle est même pas dans la salle d'attente, je peux même pas la. Ça fait un moment, je pense qu'elle est partie. D'accord, ok. Partager. Hop. Alors. Ok. Donc, du coup, maintenant un petit peu de vocabulaire en plus, hein, donc je dis, il y en aura beaucoup. Donc, un premier terme que vous pouvez retenir, c'est le mot antimème. Donc, une antimème, c'est, oui, pardon, j'ai quand même obligé de citer l'auteur de tout ce que j'ai dit là, c'est Aristote, hein, qui a analysé la structure des arguments. Donc là, c'est encore du vocabulaire d'Aristote, antimème. Une antimème, c'est quoi? C'est un argument dont une des prémices est laissée implicite. Donc, une antimème, c'est un argument dont une des prémices est laissée implicite. C'est un argument qu'on utilise dans la vie courante. Par exemple, si je veux faire en sorte que quelqu'un, que autrui fasse la vaisselle, je dirais, bah, oui, j'ai fait la vaisselle la dernière fois. Je laisse implicite la prémisse sur laquelle on fait la vaisselle une fois sur deux, parce que je suppose que ce n'est pas la peine de la répéter. Donc, une antimème, c'est un argument dont une des prémices est implicite. Et du coup, quand vous avez une antimème, et ça arrive très souvent dans les textes philosophiques, bah, votre travail, c'est d'essayer d'expliciter la prémisse qui manque. C'est de dire, ouais, là, l'argument, il n'est pas complet. L'auteur trouvait que c'était tellement évident qu'il ne l'a pas dit, mais il faut quand même expliciter cette prémisse. Pourquoi? Parce que souvent, les prémices qu'on tient pour évidentes et tellement évidentes qu'on ne veut pas les dire, bah, c'est des prémices qui ne sont pas certaines. Donc, si vous voulez critiquer et avoir de l'esprit critique vis-à-vis de ce que vous dit l'auteur ou de ce que vous dit une personne, il faut que vous explicitiez les prémices qu'elle ne dit pas pour pouvoir les critiquer. Voilà, un contre-exemple réfutatif, c'est simplement, quand vous avez une thèse qui est générale, c'est un cas qui suffit à réfuter une thèse. C'est-à-dire que si je dis tous les hommes sont mortels, la preuve Socrate est mort, ce n'est pas un argument. Par contre, si je dis tous les hommes sont mortels et que je vous dis mais Socrate est immortel, bah là ça réfuterait l'énoncé. La contraposition. Donc la contraposition, c'est une figure logique qui, qu'on peut, enfin, comment dire? Qu'on peut, mettre en place quand vous avez un énoncé, sous la forme «si quelque chose, alors autre chose». Donc quand vous avez un énoncé qui est conditionnel, hein, quand vous avez un énoncé conditionnel, vous pouvez, énoncer une contraposition et donc construire un argument par contraposition. Alors, je vous donne un exemple. C'est si tu as arrosé le jardin, alors l'eau, la terre devrait être humide. La terre, donc, oui, la terre n'est pas humide, donc tu n'as pas arrosé le jardin. Alors, pourquoi ça s'appuie sur c'est une contraposition? Parce que si je dis si tu as arrosé le jardin, alors la terre devrait être humide. La conséquence, c'est que, par conséquent, si la terre n'est pas humide, alors tu n'as pas arrosé le jardin. Donc la contraposition, c'est un raisonnement ou c'est une inférence qui consiste à nier la conséquence. Comment dire? Si vous avez un énoncé qui est conditionnel, si vous niez la conséquence, vous niez aussi la condition. Donc dans un énoncé conditionnel, une contraposition, c'est quand vous niez la conséquence, ce qui vous permet de nier la condition. Et donc si vous avez un énoncé conditionnel, bah, la contraposée est forcément vraie. Donc c'est une figure logique qui est très, très utile. Alors le modus ponens, c'est un raisonnement qui est déductif, tout simplement. C'est le raisonnement que j'ai donné comme exemple. Tous les hommes sont mortels, alors Socrate est homme, donc Socrate est mortel. Un modus tollens,
c'est un raisonnement qui s'appuie, c'est le raisonnement que je viens de donner en fait, c'est un raisonnement qui s'appuie sur la contraposition. C'est-à-dire que si un modus solens, c'est le raisonnement qui consiste à dire si jamais tu as arrosé, la terre est humide, or la terre n'est pas humide, donc tu n'as pas arrosé. Ça, c'est un modus tollens. Et un argument par l'absurde, donc il y a 2 définitions des arguments par l'absurde. Donc il y a une argumentation mathématique, une définition mathématique de l'argument par l'absurde. Un argument par l'absurde, c'est un argument qui part de l'énoncé qu'on veut réfuter et qui en conclut un paradoxe, ou qui en conclut la négation de l'énoncé qu'on voulait réfuter. Alors je vais donner un exemple après. Ça, c'est l'argument par l'absurde strict, si vous voulez. C'est que quand vous faites un argument par l'absurde, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, bah, au lieu de dire « je ne suis pas d'accord avec toi », vous dites « si ce que tu dis est vrai, alors ça aurait telle conséquence. Or, cette conséquence est fausse, donc ce que tu dis est faux. » C'est ça la structure générale. Et après, vous avez deux types d'arguments par l'absurde. Un argument par l'absurde où la conséquence est la négation de la prémisse. Donc c'est un truc qui est très bizarre parce que en fait, vous dites, si jamais, enfin on verra, c'est l'argument que donne Kant en fait, hein, ce qui fonctionne comme un argument par l'absurde, mais bon, voilà, je garde ça pour plus tard. Et l'argument par l'absurde qui est modéré, c'est pas que vous concluez tout simplement une proposition que l'autre tient pour fausse. Et alors l'argument par l'absurde, il est très important dans la réflexion philosophique parce que c'est l'argument qui permet de montrer qu'une thèse doit être questionnée ou qu'elle doit être mise en doute. En fait, c'est un argument que Socrate emploie en permanence. C'est-à-dire que quand Socrate n'est pas d'accord, au lieu de contre-argumenter, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend la thèse de la personne qui est en face de lui, il essaie de montrer que si on accepte cette thèse, on doit accepter aussi des conséquences qui sont absurdes. Par exemple, quand il est face à Calliclès, donc, qui est un personnage de fiction dans le Gorgias, et que Calliclès soutient que le but de la vie, c'est d'avoir le maximum de plaisir et de satisfaire ses plaisirs en permanence, hein, d'être en permanence dans la satisfaction le maximum de désirs et de satisfaire en permanence ses désirs. Donc, avoir des désirs et avoir le plus de désirs possible et faire en sorte d'avoir le plus de désirs possible et en même temps les satisfaire en permanence. Bah, Socrate dit « Ah oui, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Finalement, pour toi, la vie idéale, c'est la vie du pluvier. Le pluvier, c'est un animal qui défèque en même temps qu'il mange. » Donc, si on prend et donc du coup, en déféquant en permanence, il a toujours du désir, et en mangeant, il a toujours du plaisir. Donc, si ce qu'a fait Socrate, c'est qu'il a fait un argument par l'absurde, puisqu'il a dit si jamais il est vrai, il a pris la proposition qu'énonçait Calliclès, la bonne vie consiste à avoir le maximum, ou la vie parfaite consiste à avoir le maximum de désir et le maximum de plaisir. Ensuite, la prémisse mineure, c'est le pluvier a le maximum de désir et le maximum de plaisir. La conclusion, c'est la vie parfaite est celle du pluvier. Donc, toi, Calliclès, tu désires être un pluvier. Et évidemment, Calliclès ne désire pas être un pluvier parce que ce à quoi pense Calliclès, c'est la vie du tyran, de l'homme politique, du dictateur qui peut faire tout ce qu'il veut. Donc, l'argument par l'absurde, en fait, c'est ce dont on parle quand on parle de l'ironie de Socrate. C'est-à-dire que l'ironie de Socrate, elle consiste à faire semblant de croire que la personne accepte la conséquence absurde que lui-même a mise en évidence concernant la thèse que soutient son adversaire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, juste Oui. pour savoir, modus tollens, j'ai pas réussi à... J'étais trop occupé à noter modus ponens, du coup j'ai pas saisi. Donc le modus tollens, juste, je vous redonne l'exemple, c'est donc si tu as arrosé, la terre doit être humide. Si tu as arrosé, la terre est humide. La terre n'est pas humide, donc tu n'as pas arrosé. Et du coup, la question, je pense que c'est quoi la différence avec la contraposition? Alors, la différence avec la contraposition, donc merci pour la question, je me suis un petit peu embrouillé j'étais un peu trop vite plutôt quand j'ai énoncé la contraposition. La contraposition, c'est juste le fait que la contraposition, c'est juste la transformation d'une proposition. C'est-à-dire que si je dis si tu as arrosé, alors la terre est humide, c'est une proposition qui est exactement équivalente à si la terre n'est pas humide, alors tu n'as pas arrosé. Mais j'ai pas encore ici prouvé quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que voilà, si
si j'ai, les deux propositions ont exactement la même valeur de vérité, mais par contre, pour démontrer quelque chose, pour que ce soit un argument, il me faut encore une prémisse mineure. Et je n'ai pas de prémisse mineure. Donc, je peux aussi bien conclure des deux propositions que tu as arrosées, que tu n'as pas arrosées. Non, en fait, non, je suis en train de faire une erreur de logique. Il y a deux conclusions possibles de ces deux prémisses. Hein. Donc, si tu as arrosé, alors la terre est mouillée, ou si la terre n'est pas mouillée, alors tu n'as pas arrosé. Donc, soit je peux dire j'ai arrosé, donc la terre est mouillée, ou alors je peux dire la terre n'est pas mouillée, donc je n'ai pas arrosé. Donc, si vous voulez, quand vous avez un énoncé conditionnel qui soit formulé de manière affirmative ou négative, vous avez deux conclusions possibles, deux thèses possibles que vous pouvez justifier selon la prémisse mineure que vous utilisez, c'est-à-dire selon les circonstances auxquelles vous appliquez la règle générale sur laquelle si vous avez arrosé, alors la terre est mouillée. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière claire. Contraposition, c'est juste un rapport entre deux propositions. En fait, c'est une proposition qui peut être vue de deux points de vue. C'est la même proposition, mais qui peut être soit vue du côté négatif, soit du côté positif. Et c'est la même proposition. Dans le modus tollens, c'est un raisonnement. Vous avez deux prémisses et une conclusion. Voilà. Donc, bon, donc, ce qu'on dit, non, j'ai fait une erreur dans l'écriture, mais c'est pas grave. Le modus ponens d'un philosophe et le modus tollens d'un autre philosophe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un espèce de dicton des philosophes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que finalement, quand un philosophe considère qu'il a fait un modus ponens, c'est-à-dire qu'il a pris deux prémisses et il en a tiré une conclusion, l'autre va considérer que c'est un modus tollens, puisqu'il va considérer que le fait qu'on tire, que l'argument soutienne la thèse est la preuve que l'argument n'est pas bon. Ah, mais bon, je ne vais pas trop m'acharner là-dessus. Alors, je vais peut-être. Là, j'ai l'impression que j'ai déjà dit beaucoup trop de choses, donc je vais peut-être m'arrêter là sur le vocabulaire technique, mais j'aimerais corriger quand même l'exercice. Donc maintenant, si on applique ça à l'exercice que je vous ai donné, alors je vais peut-être d'abord prendre un exemple plus simple. Tant pis. Le monde n'a pas de commencement dans le temps, donc ça c'est la thèse. Et du coup, le travail, ça consiste à essayer de dégager des prémisses d'où peut être les prémisses qu'utilise Kant pour en tirer cette thèse. Alors, première prémisse, donc si le monde a un commencement, il doit être précédé par un temps vide. Deuxième prémisse, dans un temps vide, il n'y a pas de naissance possible de quelque chose. Alors après, voilà, ça, il justifie. Donc, si vous voulez, la deuxième prémisse, elle est elle-même une thèse relativement à un autre argument. Hein, mais donc, j'ai juste marqué là parce que ça vous indique qu'il y a un argument. Donc, je laisse ça entre parenthèses, mais il faut que vous sachiez que les prémisses dont il parle, c'est elles-mêmes des thèses qu'il justifie par ailleurs. Donc, ça donne quelque chose de compliqué. Du coup, si jamais il n'y a pas de naissance possible de quelque chose dans un temps vide, et si le monde a un commencement, il doit être précédé par un temps vide, ça signifie que le monde n'a jamais pu commencer. Le monde n'a jamais pu naître. Donc, ce que c'est de montrer Kant, c'est que si on accepte comme vrai ces deux prémisses, alors la conséquence, c'est que le monde n'existe pas, le monde n'est pas apparu. Donc, c'est une conséquence qui est absurde. En réalité, le monde existe, et donc le monde n'a pas de commencement. Donc, la prémisse majeure est fausse. Alors, juste un mot sur la méthode. Donc là, ce raisonnement-là, vous pouvez comprendre comment il est construit, même si vous ne comprenez pas précisément le sens des prémisses. Donc le fait de reconstituer le raisonnement, ça vous permet de savoir ce sur quoi il faut travailler. Ça vous permet de savoir qu'il faut que vous compreniez ce que ça veut dire, la phrase de Kant, dans un temps vide, il n'y a pas de naissance possible de quelque chose. Ou si ça veut dire quelque chose, ça veut pas dire, ou si ça veut rien dire. Ça vous permet aussi de savoir que si cette phrase est fausse, son raisonnement n'est pas bon. Donc, il faut aussi que vous voyez comment la prémisse est justifiée. Voilà. Donc, quand il dit le monde n'a pas de commencement dans le temps et le monde n'a pas de commencement dans l'espace, c'était deux thèses différentes. Du coup, il fallait identifier deux arguments différents. Il donne un argument pour chacune des deux thèses, mais il les prononce
en une phrase. Hein. Il aurait pu dire de la même manière, si je dis le ciel est, ou non, le feu est lumineux, chaud et situé à ma gauche et est très utile pour la survie, en fait, je vous ai donné 4 thèses. Donc, il faudrait que je justifie chacune des deux séparément. Donc, l'argument, il consiste à, là où, voilà, enfin, donc, la thèse, une fois de plus, je l'ai écrite à la fin. Hein, donc, quand j'ai essayé d'écrire ça, j'ai commencé par écrire à la fin du raisonnement. Donc, je sais que je dois arriver à la conclusion, le monde n'est pas fini. Hein, pardon, j'ai pas fini d'ailleurs, j'ai pas fini d'écrire, je coupe tout de suite, le monde n'est pas fini. Le monde n'a pas de fin. Donc, l'argument de Kant, il consiste à partir d'une prémisse majeure qui est si le monde est fini, alors il doit être en rapport avec un espace vide. Deuxième prémisse, il n'est pas possible d'avoir un rapport à un espace vide. Ça n'a pas de sens de dire qu'on a une relation à un espace vide. Et par conséquent, on peut, par contraposition, donc si le monde est fini, il doit être en rapport avec un espace vide. Il ne peut pas y avoir de rapport à un espace vide, donc le monde n'est pas fini. Donc là, il utilise une contraposition. Voilà, il n'y a pas de liberté. Alors là, je me suis un peu simplifié les choses. Hein. Je n'ai pas reconstitué tout le raisonnement. Donc, conclusion, il n'y a pas de liberté. Et alors, comment je reconstitue son raisonnement? Donc, d'abord, il définit enfin, il pose un énoncé conditionnel. Hein, s'il existe une liberté, hein, donc comme il dit au sens transcendantal, c'est-à-dire au sens d'une cause qui n'a pas de cause, d'une cause spontanée, d'une causalité libre, il doit y avoir des événements qui succèdent à un état antérieur sans règle. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quand dans la vie ordinaire, enfin même tout le temps en fait, quand vous avez un événement, tout événement est précédé par un autre événement et il n'est pas précédé n'importe comment. Il est précédé selon une règle qu'on appelle les lois de la nature. Donc et selon Kant, tous les événements de la nature obéissent à des lois, donc il ne peut pas y avoir un événement qui ne succède pas à un autre événement sans être lié à lui par une règle. Oula, j'ai oublié d'écrire quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié d'écrire là? Oui, alors j'ai oublié en fait d'écrire une partie du raisonnement, donc je vais faire le corriger en direct. Donc, s'il existe une liberté, attends, il faut le voir. Ah non, voilà, en fait, c'est juste une faute de frappe. Il existe une liberté. Il existe une liberté, et donc, par conséquent, il doit y avoir des événements qui succèdent à un état antérieur sans règle. Or, c'est ce qu'il appelle la loi de causalité qu'il énonce pas dans le passage lui-même, mais dans le passage juste avant, quand il démontre la thèse opposée, sur laquelle il y a une liberté. Tout événement suppose un état antérieur auquel succède infailliblement d'après une règle, c'est ce que je viens d'expliquer, et par conséquent, il n'y a pas de liberté. Donc, ici, c'est un raisonnement par l'absurde au sens mathématique du terme. C'est-à-dire qu'il part de la prémisse sur laquelle il existe une liberté, et il en conclut qu'il n'y a pas de liberté. Donc là, c'est un argument par l'absurde au sens fort du terme. Voilà, donc bon, ça c'était un autre argument que vous connaissez d'Épicure. Donc voilà, je le reconstitue. Donc vous savez qu'Épicure soutenait que la mort n'est rien pour nous. Alors dans son texte, il dit la chose suivante: tout mal et tout bien réside dans la sensation. La mort est la privation de sensation, donc la mort n'est rien pour nous. Et donc, voilà, donc l'argument, c'est la proposition 1 et la proposition 2. La mort n'est rien pour nous, c'est la conclusion. Alors, comment est-ce qu'il fait pour démontrer ça? Le problème, c'est qu'on ne voit pas la relation logique ici, entre la première prémisse et la deuxième prémisse. Du coup, je vous laisserai regarder ça chez vous, mais il faut reconstituer le raisonnement de la manière suivante. Tout bien et tout mal réside dans la sensation. La mort est la privation de sensation. La vraie conclusion de ces deux prémisses, c'est que il n'y a rien de bien et de mal dans la mort. Il faut ajouter une deuxième prémisse donc, qui est implicite. Donc, c'est pour ça que c'est une sorte d'antimème qu'il met en place. Il faut ajouter que ce qui est pour nous, c'est ce qui est bien ou mal. Et là, on peut en conclure que la mort n'est rien pour nous. Donc là, c'est un exemple aussi de
de situations où l'analyse du raisonnement d'un philosophe consiste à expliciter des raisonnements, des propositions ou des prémices qui manquent. Voilà. Donc, comment critiquer un argument, puisque c'est quand même ça l'objectif. Parce que développer l'esprit critique, c'est d'abord savoir construire ses arguments, identifier les prémices cachées des arguments qu'on nous adresse, et puis savoir comment critiquer les arguments. Alors, je regarde si j'ai le temps de... Ouais, j'ai encore le temps, donc c'est encore un tout petit peu de vocabulaire. Donc, il y a 3 manières principales pour pour critiquer un argument. Donc, critiquer un argument, c'est montrer que l'argument n'est pas bon. Donc, il faut essayer de savoir quels sont les défauts possibles d'un argument. Donc, critiquer un argument, c'est montrer qu'un argument n'est pas bon. Et du coup, pour critiquer un argument, vous montrez que l'argument est mauvais. Alors, je donne un argument qu'on peut entendre souvent dans les médias et qui semble bon. La traite des Noirs était une pratique capitaliste, c'est vrai. C'est que c'était une manière d'obtenir du profit via un investissement. Donc, c'est une première prémisse. La traite des Noirs est une pratique monstrueuse, c'est vrai. C'est un crime contre l'humanité. Et conclusion, les pratiques capitalistes sont monstrueuses. Donc, quel est le problème de cet argument? Donc, ma thèse, c'est les pratiques capitalistes sont monstrueuses, donc je suis anticapitaliste. Et je donne comme argument, voilà, même juste si je fais une anti-thèse, je dis juste car la traite des Noirs était une pratique capitaliste. Donc, je suppose que tout le monde est d'accord pour dire que la traite des Noirs était une pratique monstrueuse. Quel est le problème avec cet argument? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Il généralise trop. Il généralise trop. Ouais, c'est vrai que c'est une généralisation, effectivement. Alors, Élise, vous avez une idée? Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Est-ce que c'est pas parce qu'il s'arrête justement la première prémisse de pratique capitaliste? Il ne cherche pas au niveau de la traite des Noirs, surtout? Alors, je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'il s'arrête à pratique capitaliste? Mais justement, enfin, ça se concentre sur la première prémisse en disant que c'est une pratique capitaliste. Ah ouais, non, en fait, je me suis perdue. Parce que, alors peut-être pour vous répondre, je ne pense pas que ça soit un problème, au sens où la thèse, là, ce que vous voulez démontrer, vous êtes anticapitaliste. Donc, vous essayez de montrer que le capitalisme... D'accord. Ouais. Du coup, là, la traite des Noirs, c'est simplement dans le raisonnement ce que j'ai appelé le moyen, enfin ce qu'Aristote plutôt, pour être modeste, appelle le moyen terme, c'est ce qui permet d'associer pratique capitaliste et pratique monstrueuse. Ok. Vous voyez, donc c'est normal que traite des Noirs disparaisse dans la conclusion, parce que le but, c'était juste de passer par la traite des Noirs pour montrer le caractère intrinsèquement mauvais du capitalisme. Alors, si vous prenez, si vous regardez la forme de ce raisonnement, donc on a un sujet qui est un prédicat, sujet prédicat et puis sujet prédicat. Mais ici, le sujet est 2 fois, le même terme est 2 fois à la place du sujet. Donc, si c'est un type de raisonnement en fait qui est fallacieux, et pour le voir, vous pouvait remplacer ça par un exemple qui montre son absurdité. Si je dis voilà, Michael Jackson sait danser le moonwalk. Donc, ma première prémisse, c'est vrai. Deuxième prémisse, je sais danser le moonwalk. C'est une prémisse qui est vraie. Et si j'utilise le même schéma de raisonnement, la conclusion, c'est donc je suis Michael Jackson. Donc, vous voyez que là, il y a un problème, et c'est un problème de logique. C'est que c'est un raisonnement en fait, qui n'est pas logique. Pourquoi? Alors, je vais essayer de le faire avec les mains. C'est que si vous avez, prenez la traite des Noirs, donc vous avez le phénomène de la traite des Noirs donc, qui est là, qui est une pratique capitaliste. Donc, ça fait partie des pratiques capitalistes. Si vous prenez la traite des Noirs, qui était une pratique monstrueuse, ça fait aussi partie de la pratique qui est monstrueuse. Mais ça ne veut pas dire que tout le capitalisme donc, est forcément dans la partie de pratique monstrueuse. Vous pouvez avoir une partie du capitalisme qui ne fait pas partie des pratiques monstrueuses. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une faute de logique, c'est ce qu'on appelle un argument formellement invalide, et on appelle ça un paralogisme. Un paralogisme, c'est un argument qui est formellement invalide, c'est-à-dire qui n'est pas logique. Un argument qui n'est pas logique, alors peut-être qu'il faut que je définisse, un argument qui n'est pas logique si la vérité de la conclusion ne suit pas nécessairement de la vérité des prémices. Donc un argument n'est pas logique si la vérité de la conclusion ne suit pas nécessairement de la vérité des prémices. Donc c'est un premier type de défaut d'argument.
suite. Voilà. Donc, du coup, je peux me demander comment est-ce que je peux faire pour améliorer cet argument, pour pas qu'il soit erroné, pour pas qu'il soit une faute logique. Donc, quelle prémisse je devrais avoir pour améliorer cet argument? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si je veux arriver à la thèse, si je suis toujours anticapitaliste, hein, je veux toujours soutenir que les pratiques capitalistes sont monstrueuses, je veux toujours soutenir, passer par la prémisse sur laquelle la traite des Noirs était une pratique monstrueuse, quelle serait la prémisse qu'il faudrait que j'ajoute en prémisse majeure pour arriver à la conclusion? Si je veux avoir un raisonnement qui ne fait pas une faute de logique. Pensez à Socrate. Tous les hommes sont mortels, alors Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Que tous les capitalistes ont participé à la traite des... Voilà, exactement. Toute pratique capitaliste consiste à pratiquer la traite des Noirs. Là, vous avez un raisonnement qui est valide, donc vous ne faites pas de faute de logique. Donc, toutes les pratiques capitalistes consistent à pratiquer la traite des Noirs. La traite des Noirs était une pratique... Là, vous avez un raisonnement, formellement, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'il a un deuxième défaut, enfin, c'est un deuxième... voilà, le deuxième type d'argument qui est défectueux, c'est qu'il s'appuie sur une prémisse qui est fausse. Ce n'est pas vrai que toutes les pratiques capitalistes consistent à pratiquer la traite des Noirs. Du coup, c'est ce qu'on appelle un argument qui est matériellement faux. Un argument qui est matériellement faux, c'est un argument dont une des prémisses est fausse. Une, au minimum, des prémisses est fausse. Donc, un argument matériellement faux, c'est un argument dont une, au minimum, des prémisses est fausse. Voilà. Et donc, si on veut malgré tout soutenir les deux prémisses et soutenir la thèse, qu'est-ce qu'on peut faire pour malgré tout sauver l'argument? Il y a un troisième, on peut encore sauver cet argument. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, il faut redéfinir traite des Noirs. C'est-à-dire que si je dis, j'appelle traite des Noirs le salariat et Noir tout salarié, alors, bon, c'est peut-être pas totalement vrai, mais bon, pour les besoins du cours, on va supposer que c'est vrai. Toutes les pratiques capitalistes consistent à pratiquer la traite des Noirs. Et ce que j'appelle traite le salariat et Noir tout salarié. La traite des Noirs était une pratique monstrueuse, les pratiques capitalistes sont monstrueuses. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le sens du mot traite des Noirs. Mais du coup, le mot traite des Noirs n'a pas le même sens dans la première prémisse et dans la deuxième prémisse. Dans la deuxième prémisse, parce que c'est pas vrai que tout travail salarié est monstrueux. Moi, je suis salarié, je ne considère pas que mon travail est monstrueux. Donc, si je prends traite des Noirs au sens de la première prémisse, la deuxième prémisse devient fausse. Du coup, pour que le raisonnement fonctionne, il faut que les deux, le même mot n'ait pas le même sens dans deux propositions qui constituent l'argument. C'est qu'il faut qu'on joue sur le sens des mots. Et ça, vous devez connaître ce type d'erreur, c'est ce qu'on appelle un sophisme. Un sophisme, c'est quand l'un des termes qui constituent l'argument est pris en deux sens différents. Donc, l'un des termes qui constituent l'argument est pris en deux sens différents. Et ça arrive très très souvent, en fait. C'est la faute argumentative la plus fréquente, qui est la plus... et si vous voulez, au contraire, essayer d'être de mauvaise foi avec quelqu'un, essayez d'utiliser ça, c'est très efficace. Voilà, et donc à l'inverse, je vais terminer le cours là-dessus, c'est que si on définit un argument qui est correct, c'est un argument qui n'a aucun de ses défauts, et un argument, il est correct s'il satisfait trois conditions. Donc, premièrement, il doit être formellement correct, c'est ce qu'on appelle la validité. Donc, il faut distinguer être correct pour un argument et être valide. Un argument, il est valide seulement s'il est formellement correct, mais il peut être après incorrect et valide. Deuxième condition, il doit être matériellement correct. Donc, c'est la vérité des prémisses. Et troisièmement, il faut qu'il soit sémantiquement correct, c'est-à-dire qu'il faut que les définitions soient les mêmes dans toutes les propositions qui constituent l'argument. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Dans l'exercice que je vous ai demandé de faire, essayez d'utiliser le vocabulaire au maximum. Donc, essayez d'utiliser prémisse, conclusion, inférence, formellement correct, matériellement correct, sémantiquement correct, critiquer les arguments comme des sophismes, comme des paralogismes, critiquer la fausseté matérielle de l'argument, etc., etc. Voilà, je vais remettre la caméra au cas où vous auriez des questions. Ellie, vous avez la main levée, je ne sais pas si c'est depuis tout à l'heure ou aussi. Non. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat aussi, si j'arrive à trouver ça. Arrêtez de partager.
Alors, modus ponens et modus tollens. Bon, bah, ouais. Est-ce que... modus ponens, donc c'est l'argument... si je reprends, je donne juste l'exemple. Si je prends tous les hommes sont mortels, alors Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc ça, c'est un modus ponens. C'est simplement que je tire de la prémisse, des deux prémisses, la conclusion. Le modus tollens, c'est quand je passe par la négation. Je dis tous les hommes sont mortels. Or, Socrate n'est pas mortel, donc Socrate n'est pas un homme. Voilà, bon, désolé, c'était un cours un peu technique et un peu rapide. Je vous ai donné beaucoup de vocabulaire et voilà. Donc, essayez de le travailler bien parce que tout ce vocabulaire là, est très utile et il vous servira dans toutes vos études, hein, et même pas seulement en philosophie. Monsieur, Oui. de toute façon, on est d'accord que les captations, on y a accès tout le semestre. Par exemple, là, nous, on a toujours accès aux captations des premiers cours. Ça, Ah vous oui, savez. oui, je les ai mises en ligne, bien sûr, vous aurez accès tout le temps. Ok. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas Oui, vraiment. juste une petite- Vas-y, pardon. Ok. C'est juste pour savoir, une thèse peut devenir un argument et un argument peut devenir une thèse. On est Alors, d'accord? on n'est pas tout à fait d'accord, on est presque d'accord. C'est que, comme je vous ai dit, la définition de l'argument, au sens le plus général du terme, un argument, c'est un raisonnement. Et un raisonnement, ça implique plusieurs propositions. Une thèse, c'est une seule proposition. Du coup, ça ne peut pas être la même chose. Donc là, c'est pour la partie fausse de ce que vous avez dit. Par contre, il y a une partie vraie, c'est que comme l'argument est constitué de propositions et que chaque proposition, c'est une affirmation, et que toute affirmation est une thèse, bah, finalement, les prémices, elles peuvent être aussi des thèses. Donc, quand j'ai un argument, je pars de prémices, j'en conclus ma thèse, mais ces prémices elles-mêmes peuvent être une thèse pour un autre argument. En gros, c'est un arbre généalogique, quoi, au final. On Et peut au final, continuer. bah, exactement, c'est Mm. qu'au final, on peut remonter comme ça indéfiniment. Donc, il faut bien s'arrêter quelque part. Ouais. Mais c'est vrai que en vous présentant juste là ce que je vous ai présenté aujourd'hui, pourriez-vous dire que bah, finalement, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous donne un argument, bah, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire oui, mais comment est-ce que tu sais que les deux prémices sont vraies? Donc là, vous forcez la personne à vous donner un argument pour chacune des deux prémices. Du coup, elle doit vous donner 4 prémices. Hein, 2 prémices pour la première prémisse et 2 prémices pour la deuxième. Mais si elle vous fait ça, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, mais comment est-ce que tu sais que tes 4 prémices sont vraies? Et là, du coup, il faut qu'elle vous donne 8 prémices. Donc, si jamais vous savez que vous avez tort dans une discussion et que vous ne voulez pas l'admettre, faites ça. C'est-à-dire que vous demandez à la personne, mais comment est-ce que c'est que ces deux prémices? Et du coup, à la fin, elle va se retrouver à devoir prouver 890 000 prémices et elle mourra d'épuisement et vous aurez gagné la discussion. Voilà, bon, bah, je vous donne pas ça comme exercice à faire pour la semaine prochaine, hein, juste le débat. Et du coup, moi, c'était pas vraiment une question sur le cours, mais plutôt une application du cours pour voir si c'était vrai. Si je dis le capitalisme repose sur le travail gratuit, l'esclavage repose sur le travail gratuit, donc le capitalisme est assimilable à l'esclavage par certains aspects. Est-ce que c'est enfin, pas juste, mais logique? Il y a une erreur d'argumentation là-dedans. Alors, peut-être que je vais ouvrir une session dans le cours pour vos arguments. Voilà, parce que je trouve ça plus intéressant si vous discutez entre vous. Puis j'ai pas envie d'être dans la position de celui qui dit bien, pas bien, etc. Mais même si après, je regarderai quand même pour voilà, je mettrai juste plus 1 ou je sais pas, enfin, je dirai juste ce que j'en pense. Mais oui, essayez de jouer avec ça parce que c'est vrai que c'est bien d'essayer de construire vos propres arguments et puis d'essayer de construire pour tout et n'importe quoi parce que voilà, c'est une fois que vous avez la mécanique, vous pourrez l'utiliser pour à la fois comme Kant pour démontrer que la liberté n'existe pas ou existe. Hein, d'ailleurs, juste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la page d'en face, il démontre l'inverse. Hein, donc, il démontre que le monde n'a pas d'origine et après, il démontre que le monde a une origine. Et ce qu'il y a de génial, c'est que dans son argumentation, donc d'abord il dit voilà, le monde n'a pas d'origine. Si le monde avait une origine, bah, ça donnerait un résultat absurde.
Et après, il prend la conclusion à laquelle il est arrivé. Il dit, oui, mais si on dit que le monde a une origine, bah, ça a une conséquence absurde. Du coup, on revient à la première prémisse. Du coup, c'est un cercle. C'est-à-dire que vous lisez la première proposition, vous concluez que c'est l'autre qui est bonne, et vous dites, mais si l'autre est bonne, bah, c'est la première qui est bonne. Et donc, ce qu'il décrit, c'est un espèce de cercle comme ça infernal. Et c'est un texte qui est fondamental dans l'histoire de la philosophie parce qu'il résume les arguments des philosophes depuis Platon. Donc, il montre que les philosophes depuis Platon sont dans un cercle comme ça, où les deux thèses sont justifiées parce qu'elles sont justifiées non pas parce qu'elles sont bonnes, par leur valeur interne, mais parce qu'à chaque fois, chaque défenseur d'une thèse montre que le défenseur de la thèse opposée a tort. C'est ça qu'on a vu. Donc voilà, juste relisez même si c'est compliqué, mais juste pour essayer de trouver la structure, c'est un très très bon exercice et c'est vraiment des textes qui sont centraux dans l'histoire de la philosophie, et le texte de l'antinomie. Et il y a un endroit où ils disent ce qu'ils pensent, parce que du coup, en lisant les deux thèses, enfin, il y avait thèse et antithèse, justement, du coup, il y avait un petit tableau, et c'était thèse et antithèse qui nommait, mais du coup, lui, il pense quoi? Il y a un endroit où il le dit explicitement sur ces questions-là en particulier ou pas? C'est une bonne question, il y répond, il y répond tout à fait. Donc ça, il faut lire Kant pour avoir le mot de la fin et savoir si vraiment la liberté existe ou pas, si Dieu existe ou pas, etc. etc. Je ferai ça quand je l'aurai plus en PDF et en papier. Oui, oui, ayez-le en papier quand même, parce que ce genre de truc en PDF, c'est pas possible. Enfin, honnêtement. Ouais. Mais après. En plus, le numéro des pages n'est pas celui du PDF. Pour retrouver les passages, c'est problématique. Ok. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine. Voilà, et puis amusez-vous bien sur le forum, parce que là, je pense que le but, c'est quand même que ça soit un jeu, l'argumentation. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir.